Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva. C'est un plaisir de vous recevoir chaque semaine pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Vous n'allez rien rater, on va revenir bien sûr sur le match contre Rennes, mais sur plein de faits de jeu également. Et pour m'accompagner, quoi de mieux qu'une équipe de passionnés? J'ai un quatuor magique. D'abord, je suis avec Raph. Salut à toi, Raph. Salut à toi, Rafi. J'espère que tu vas bien. Richard, j'espère que tu vas bien aussi. Et Christopher. Ouais, ouais, bah, ça va super bien, surtout après le match d'hier. Après le match d'hier, après cette victoire, Flo, tout va bien pour toi aussi? Ça va. Match d'hier encore, parfait. Et puis voilà, hein, le talk comme d'hab. Et les gars, nous avons la chance et le plaisir de recevoir, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui fait partie du journalisme marseillais, et car il suit vraiment cette équipe au cœur, vraiment à proximité. Vous le connaissez, vous connaissez son visage, vous connaissez sa voix, vous l'entendez sur Maritima en train de commenter les matchs de l'Olympique de Marseille, et vous l'apercevez souvent en conférence de presse, à chaque conférence de presse de l'OM. Je vais parler bien sûr de Karim. Salut à toi, Karim. Karim à table. Salut à toi, Karim. Salut Rafi, salut tout le monde. Très heureux d'être avec vous pour partager ce moment qui plus est sur un lendemain de défaite, ça fait plaisir. De victoire, pardon. J'ai tellement été habitué malheureusement ces dernières semaines que voilà, c'est un lapsus révélateur. Eh oui, lapsus révélateur, cette victoire nous fait du bien. Je vais donc rappeler à nos invités, Karim, que, comme je disais, tu commentes les matchs sur Maritima avec un certain Jacques Bail que nous avons eu le plaisir de recevoir. On peut te suivre dans le bar des supporters également. Et tu as d'autres. Exactement, donc voilà, on est présent sur l'actualité de l'OM, notamment à l'occasion de tous les matchs, que ce soit à domicile, extérieur, toutes compétitions confondues. La saison est très chargée et on en est très heureux, même si on n'a pas eu des résultats qui nous ont permis de grimper au rideau, comme on dit à Marseille, très régulièrement. Et c'est vrai que tous les jours, à partir de 19h, on a notre petit talk quotidien entre 20 et 30 minutes, le bar des supporters, notamment avec Jacques Bail, avec Greg Empêche-moi également, avec Marc Galli. On essaie de donner le plus d'informations et le plus de recul sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est toujours un plaisir de t'écouter en tout cas. Et on va également te rappeler que peut-être certains ne le savent pas, mais tu as également d'autres passions. Tu suis le basket, le volley et la pétanque, le sport national à Marseille. Ouais, ouais, c'est sûr, hein, je suis intéressé par la quasi-totalité du milieu sportif. Et c'est vrai que dans la région marseillaise, à Martigues, là où je vis, on est très féru de pétanque. Donc voilà, dès qu'on a un petit moment, un petit coin de ciel bleu, on sort les boules, le bouchon et le rond et on se régale. Allez, bah, sortons le pastis, nous, et découvrons le plan de cette émission. On va revenir sur le débrief de OM Rennes avec toi, Flo, et cette victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille. Le verdict de Rafa, renouveau tactique pour une nouvelle dynamique en troisième partie d'émission. Richard nous dira pourquoi il marronne cette semaine. Vous verrez, il y aura des coups de gueule, mais également des coups de cœur, des motifs de satisfaction. Le top et le flop avec Chris, le jeu de prono OM Brest samedi 17h, le dossier de la semaine qui sera consacré à une identité de jeu marseillaise et des questions du jour pour toi, Karim, en dernière partie d'émission. Allez, on commence directement avec toi, Flo. On va rentrer dans le cœur du sujet avec ce match OM Rennes, victoire 1-0 au but de Cuisance dans les dernières minutes du match. Est-ce que déjà pour toi, c'est une victoire méritée ou tu penses qu'on aurait pu faire plus sur ce match? Non, en fait, fallait pas s'attendre à plus. Sampaoli est là depuis, il a dirigé l'entraînement à partir de lundi, si je me trompe pas. Donc non, honnêtement, il y avait rien de plus à attendre. J'ai trouvé que c'était un match équilibré, victoire méritée parce que finalement on a été efficace. Euh, on marque sur une belle action finalement aussi. Voilà, un match équilibré. Alors, on va demander l'avis de Karim, qui nous a fait un petit lapsus tout à l'heure. Victoire méritée, Karim? Alors, victoire méritée, je trouve que dans les intentions, oui, l'Olympique de Marseille a fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher la victoire, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il y a eu des moments un petit peu plus compliqués, notamment dans les 20 dernières minutes du match, avec une fatigue physique qui était bien présente. Et on peut le comprendre parce qu'il y a un enchaînement de matchs quand même assez conséquent pour l'OM. Et en plus, il y avait une nouvelle méthode, on va dire, un nouveau schéma de jeu et un nouvel investissement sur le plan physique de la part des joueurs demandés par Georges Sampaoli et son staff. Mais bon,
au final, oui, je trouve, même si Bruno Genesio, en conférence de presse, a dit qu'il aurait préféré avoir un match nul, mais c'est normal, hein, c'est le coach de Rennes aujourd'hui. L'Olympique de Marseille, selon moi, mérite sa victoire. Tout n'a pas été parfait, mais on a senti quand même quelque chose de différent, un vent nouveau soufflé sur le Vélodrome hier. Et c'est vrai que je dirais que le symbole du but marqué par Mika Cuisance à la 88e prend tout son sens dans un moment où il était extrêmement décrié et qu'il le reste, je pense, malgré son but. Mais c'est une victoire qui va donner de la confiance au groupe sous la houlette de Georges Sampaoli. Il y a quand même des choses qui vont être difficiles à effacer cette saison pour l'Olympique de Marseille, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et là, le fait de démarrer l'aventure Sampaoli avec son nouveau staff par une victoire contre un adversaire direct dans le deuxième championnat, je dirais, puisque le top 4 ne sera pas envisageable pour l'OM, ni pour Rennes, pour Lens ou pour Metz. Mais bon, voilà, il y a un deuxième championnat. Il faut essayer de terminer 5e pour pourquoi pas accrocher un billet en Ligue Europa, parce que l'OM n'a pas son destin en main. Le 5e de Ligue 1 n'est pas assuré d'être qualifié en Ligue Europa directement, puisqu'il y a cette fameuse nouvelle petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence qui arrive. Donc, démarrer par une victoire contre Rennes, moi j'ai juste envie de dire que pour moi, c'est un petit peu la boucle qui est bouclée. J'ai l'impression qu'on a commencé à manger notre pain noir le 16 décembre à l'occasion de la défaite à Rennes, sous la houlette du sifflet de Clément Turpin et l'expulsion de Pape Gueye. Et je me dis peut-être que la victoire contre Rennes démarre un nouveau cycle pour l'OM. On va revenir vraiment au dénouement de ce match avec toi, Flo. Ce but de Michael Cuisance, au final, ça a été le but amené par les remplaçants, par ceux qui étaient sur le banc touche au début du match, car c'est Luis Enrique également qui est rentré en cours de match, qui centre pour la tête de Mika Cuisance. On peut aller encore même plus loin, parce que c'est Benedetto qui était à l'avant-dernière passe sur un petit piqué. Franchement, j'ai trouvé l'action assez sympa. Ça finit au fond, heureusement pour nous. Voilà, comme tu le dis, c'est les remplaçants. J'aime bien appeler ça aussi les remplacements gagnants. Les remplacements gagnants, oui. Voilà, Cuisance a rentré à la 81e, il marque à la 88e, et Enrique, il est rentré à la 62e. Et pour Benedetto, c'était à la 70e. Donc oui, remplacement gagnant, et puis ça nous aide à nous relancer, on va dire. Alors Karim, remplacement gagnant, coaching gagnant de Jorge Sampaoli pour sa première? Oui, complètement, hein. De toute façon, on se doutait bien que le technicien argentin allait utiliser ces 5 changements, compte tenu de la débauche physique qu'il a demandé à ses joueurs. J'ai été un petit peu agréablement surpris, parce que c'est vraiment du poste pour poste que l'on fait à l'Olympique de Marseille, notamment au moment de l'entrée de Benedetto pour la sortie de Milik, alors qu'à l'époque, on aurait pu peut-être tenter une association pour les 20 dernières minutes. Mais c'est vrai que chacun a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai que les 3 joueurs qui sont impliqués sur le but, que ce soit Benedetto, Luis Enrique, qui, indépendamment de sa passe décisive, a quand même essayé de faire plusieurs passes clés dans la surface de réparation, notamment à un moment donné, il adresse un ballon qui est quasi parfait à Benedetto, qui est un poil long, qui ne peut être contrôlé proprement par l'Argentin. Mais voilà, Luis Enrique a été intéressant, et Mika Cuisance, il n'a pas eu 50 trucs à faire dans ce match, mais il a cette tête qui va chercher entre 2 défenseurs rennais. Voilà, et ça nous a permis aussi de voir l'entrée de Christopher Roca, qui est un peu mitigé pour moi, parce que Jérémy Doku lui a fait beaucoup de dégâts quand il s'est retrouvé face au jeune latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Voilà, il faut être, je dirais, peut-être un petit peu plus puissant, ou alors prendre du recul, un petit peu comme a fait Nagatomo, pour ne pas se faire manger littéralement par l'international belge. Ok, alors messieurs, nous avons parlé du réalisme des remplaçants, du réalisme offensif des remplaçants qui ont été efficaces. On va revenir avec toi, Flo, sur la solidité de l'équipe défensive, au niveau défensif. Donc avec cette charnière qui avait 3 défenseurs, Caleta-Car, Alvaro et Balerdi. Déjà, avant de commencer, même pour dire si la défense a été solide ou quoi que ce soit, faut dire que l'OM a mis fin à une série de 15 matchs sans clean sheet à domicile. Et c'est super important, parce que ça prouve déjà, pour le 450e match de Steve Mandanda,
que l'OM a été bon en défense. Je trouvais franchement la défense à 3, Balerdi, Chaitatsar, Alvaro assez solide. Balerdi entre les deux défenseurs avec un peu plus d'expérience, je trouve que c'est beaucoup mieux. Jouer dans ce système aussi, ça permet des retours défensifs en cas quand Rennes était en placement, en mise en place de jeu. Camara, Thauvin, ils ont fait de bons retours pour moi défensifs. J'ai trouvé franchement Thauvin aussi pas mal sur le niveau défensif. Je l'ai trouvé super bon. Et puis voilà quoi, il y a peut-être aussi 2-3 moments de flottement, notamment sur l'action de Terrier avec le Under et Guirassy et qui trouve la barre. Mais dans l'ensemble, voilà, comme tu le disais, Rafi, c'était solide défensivement. Oui, Christopher. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Lirola qu'on connaît et qui est un excellent contre-attaquant, mais qui est peut-être pas si bon en tant que défenseur. Nagatomo à gauche, il est loin de nous avoir donné vraiment toutes les garanties à ce niveau-là. Et l'idée d'avoir 3 défenseurs, bon Dieu, bonsoir, qu'est-ce que ça rend plus zen, nous, spectateurs, en train de regarder l'OM jouer, parce qu'on sait qu'on sera beaucoup plus difficilement pris à défaut. Et que du coup, je trouvais que les latéraux avaient plus de liberté, étaient beaucoup plus tranquilles pour aller au-devant. Donc voilà, moi je trouvais que c'était beaucoup plus naturel finalement d'avoir 3 défenseurs. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Ok, Richard, on t'a pas entendu encore. Ben, moi, je voudrais rebondir sur Lirola. Je suis pas à 100% d'accord. Je suis pas totalement en désaccord. Mais dire qu'il a des difficultés en défense, je trouve qu'il récupère pas mal de ballons. Et donc, et cela en défense, il ratisse pas mal. Voilà. Alors après, il fait quelques erreurs de placement. Pourquoi? Parce qu'il fait des allers-retours. Et c'est assez difficile parfois, peut-être d'un point de vue cardio, d'arriver après à défendre lorsqu'il redescend. Donc, ce qu'il faut, c'est que c'est pas qu'il est mauvais défenseur. Je pense que c'est un bon défenseur, mais je pense qu'il doit gérer ses allers-retours et son cardio. Ok, merci Richard. Karim, tu as un peu entendu l'avis de tout le monde, on aimerait avoir le tien, bien sûr. L'OM a quand même tremblé avec cette barre transversale en seconde mi-temps. Est-ce que dans l'ensemble, tu as trouvé quand même une équipe assez solide défensivement et sereine, ou tu penses qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire là-dessus? Non, c'est sûr que non, il y a du travail. Il y a du travail parce que c'est un système qui avait été préparé de temps à autre par André Villas-Boas notamment. Mais là, c'est vrai que le fait de démarrer la nouvelle aventure de Sampaoli avec 3 défenseurs derrière, c'est clairement aussi pour se rassurer, hein, tout simplement, hein, pour avoir les bases défensives et d'essayer de trouver la faille en face. Il ne faut pas s'attendre à des 4-2, à des 5-3 d'entrée avec la prise en main de Sampaoli et de son staff. L'OM était malade, l'OM prenait beaucoup de buts. Tout à l'heure, Flo l'a dit, il y a quand même eu 15 matchs consécutifs où l'OM n'a pas fait de clean sheet à domicile. Donc, ce qui est quand même totalement stupéfiant, je dirais, avec un gardien comme Steve Mandanda, avec une charnière centrale qui était habituée la saison dernière à faire des gros matchs avec Alvaro et Tchaleta Tsar. Là, hier, c'est vrai que le fait de jouer en triangle avec Balerdi en pointe basse, sorte de libéraux pour venir un petit peu colmater les brèches, et je dirais un très bon Alvaro, ça a quand même permis de pouvoir être un petit peu plus rassuré. Il y avait également l'investissement des latéraux sur un plan offensif, beaucoup plus de la part de Lirola que de la part de Nagatomo, et on avait la possibilité de colmater les brèches. Ça ne vous a pas échappé non plus, Bouba Camara a joué un petit peu moins haut que lors des derniers matchs. Il a tenté beaucoup moins de percer, même si lui, il est à l'origine du ballon récupéré et de la transmission de balle vers Benedetto sur le seul but du match. Donc voilà, je pense que le socle défensif, et c'est ce qui marquera la différence vraiment entre Sampaoli et Marcelo Bielsa, je pense qu'il est pour un jeu très offensif, mais il veut un équilibre défensif. Et le fait d'avoir ces 3 gros gabarits derrière qui techniquement ne sont pas totalement maladroits, ça va donner de la sécurité, de l'assurance également à la défense marseillaise. Ok, alors Flo, on vient d'entendre Karim qui nous parle de 3 gros gabarits derrière. Est-ce que tu penses que si ça a permis que tout au long du match, pardon, on ait plus de centres? C'est quelque chose qui revient ces derniers temps à l'Olympique de Marseille.
des progrès à ce niveau-là. Il y a plus de centres, de meilleurs centres qui peuvent amener des situations plus dangereuses. Oui, ben, finalement, je pense, il me semble que c'est depuis l'arrivée de Lirola qu'on voit un peu plus de centres. Lirola, il centre plus que Sakai, enfin, du moins en première intention, il centre pas mal. Voilà, je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration. On le voit, hein, il y a eu 17 centres ou corner, et il y en a 5 qui ont été seulement réussis. 5, c'est quand même assez faible, hein, comme réussite. Enfin, je trouve qu'on peut faire beaucoup plus. Et surtout que sur les 5 centres qui ont été faits et qui ont été réussis, il y en a 3 de mémoire qui ont permis d'avoir une action de but, dont le but de Cuisance ou alors le tir de Milik sur le gardien. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on améliore au fil du temps pour qu'on retrouve un peu plus aussi d'efficacité offensive. Alors toi aussi, Karim, c'est quelque chose qui t'a convaincu. Tu as vu une équipe qui tentait plus de centres et qui était un peu plus dangereuse. Oui, 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 clairement, hein, notamment sur le côté droit. Après, la qualité de centre se juge par rapport à la qualité du centre, mais aussi par rapport à la présence qu'il y a dans la surface de réparation. C'est vrai qu'il y a des centres qui ne sont pas comptabilisés, réussis, parce qu'ils n'ont pas trouvé les attaquants marseillais. Quand on parle, tu parlais, Flo, de la reprise de Milik sur un centre de Thauvin. En plus, le centre était pas véritablement un centre de débordement, c'est un centre transversal, je dirais, qui arrive au deuxième poteau pour une reprise de Milik. Après, je pense quand même qu'avec l'Irola, on devrait avoir de la passe D, on devrait avoir beaucoup plus de qualité. C'est vrai que Sakai, ce n'est pas du tout son fort, puisque c'est plus... on a deux latéraux droits qui ont des caractéristiques totalement différentes. On a un vrai défenseur dans l'âme, c'est Hiroki Sakai, à qui on demande d'apporter plus offensivement, mais c'est quand même assez compliqué. On s'en rend compte depuis maintenant 5 saisons. Par contre, l'Irola, alors c'est vrai, oui, Richard a raison, hein, le défenseur espagnol n'est pas mauvais défensivement, hein, parce que grâce à son tonus, à sa qualité d'interception, il arrive aussi à annihiler des attaques adverses, mais c'est vraiment le profil du latéral moderne. Et je pense que pour lui, le système avec 3 défenseurs centraux, c'est le système qui sera le préférentiel pour qu'on le voit dans de très très bonnes dispositions. Moi, j'attends juste de voir Lirola à droite, à ma vie à gauche, pour qu'on voie un petit peu plus de ballons dans la surface de réparation et que Arkadiusz Milik soit servi dans de meilleures conditions. Et là, je pense qu'avec un attaquant du type de Milik, on aura beaucoup plus d'occasions dangereuses en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors Karim, malgré que le but vienne de la gauche, on a quand même vu que majoritairement le long du match, il y avait quand même plus de centres qui venaient quand même de la droite. Oui, mais le jeu était déséquilibré, notamment en première mi-temps. Thauvin a touché beaucoup de ballons sur son côté droit. Il a beaucoup combiné avec Lirola, qui faisait pas mal d'appels dans le dos de Thauvin et pour gêner pourtant Fetou Mawassa, qui est un latéral là aussi qui a beaucoup de coffre, qui a beaucoup de cardio, beaucoup de puissance, mais Lirola a réussi quand même à être beaucoup plus intéressant, je dirais, en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Et en deuxième période, le jeu s'est un petit peu équilibré par rapport aux zones d'avancée. Payet était bien plutôt positionné sur le côté gauche. Il lui a fallu quelques temps avant de récupérer de son coup de Niamsi. Et c'est vrai que Nagatomo a donné 1 ou 2 centres qui auraient mérité peut-être un petit peu mieux. Mais là, encore une fois, pour qu'un centre soit réussi, il faut que la présence et les appels de balles des joueurs offensifs soient intéressants dans la surface adverse. On va revenir avec toi, Raph, sur sa première sur le banc de touche de l'OM. Donc il y a eu peut-être, on peut dire, un renouveau tactique pour une nouvelle dynamique. Donc Sampaoli, c'est quand même un tacticien assez reconnu. Pourtant, tout au long de ce match, on a senti qu'il n'y avait pas vraiment un système tactique clair et net qui se dégageait. Il y a eu plusieurs systèmes tactiques. Donc déjà, selon toi, quel système tu as pu relever tout au long de ce match? Alors déjà, c'est assez rigolo parce que quand on voit les compos hier sur par exemple, les pages Instagram de l'OM, tout ça, on voit que c'est en 5-3-2. Et moi, je lance le match et je vois on n'est pas du tout dans cette disposition-là. On sent que c'est vraiment 5 défenseurs, 3 centraux, 2 latéraux. Ça, c'est la base. Ça l'a été pendant tout le match.
Milik comme point de fixation en attaque. Mais après, ça a beaucoup varié. Il y a eu du 5-3-2 à un moment sur les phases défensives notamment. Mais on est arrivé à ce fameux 3-3-1-3 dont j'avais parlé il y a quelques semaines, qui je trouvais était assez satisfaisant. Et c'était vraiment, mais il y avait une réflexion très intelligente, j'ai trouvé de la part de Sampaoli, c'est de la défense. Ouais, elle reste comme ça. Mais en fait, c'est tous les joueurs, excepté Camara qui restait vraiment devant la défense, mais tout le reste qui changeait un petit peu. Et ouais, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment pour la partie offensive de l'équipe. Alors pourquoi tu penses qu'on a changé de système plusieurs fois comme ça dans le match? Bah, déjà parce qu'il il s'adapte à l'équipe adverse et comment elle réagit. Et aussi, si par exemple on a le ballon, bah, on ne va pas mettre le même nombre de personnes au milieu qu'en attaque. Il y a vraiment cette volonté aussi de jouer sur les côtés. Ça, c'est Sampaoli, du Sampaoli tout craché. C'est on joue sur les côtés à fond. Donc les latéraux qui montent. Et des fois, j'ai pu voir, par exemple, Payet qui était normalement aligné au milieu de terrain, et qui venait se mettre à gauche de Milik et Tova qui compensait en venant se mettre au milieu. Et des fois, c'était même Raoui qui prenait le côté gauche et Tova Payet redescendait. Donc, il y avait aussi un petit peu, on aurait dit, toute proportion gardée, mais un peu une chorégraphie de danse où tout est un peu bien rodé. C'est pas encore là, mais il y avait quand même pas mal de points positifs dans ce jeu hier soir. Alors, beaucoup de points positifs. Karim, il y a eu une certaine chorégraphie d'après Raph, une mise en scène de Jorge Sampaoli. Vous avez pu suivre tous les changements tactiques qu'il a pu faire. Vous n'étiez pas surpris en commentant ce match? Non, 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 pas trop surpris parce qu'on savait qu'on n'aurait pas un système fixe. On savait qu'on avait une base avec les 3 défenseurs centraux et les 2 joueurs latéraux offensifs qui seraient en 3-5-2 en phase offensive et en 5-3-2. Alors, il y a eu bien sûr le 3-3-1-3, il y a eu du 3-4-3, il y a eu pas mal de choses. On ne souligne pas assez quand même que Sampaoli n'avait que 2 jours de travail, si on peut appeler ça du travail, puisque le lundi, il y a eu un entraînement en demi-groupe. Mardi, ça a été exactement la même chose, parce que mardi, j'étais à la commanderie le matin pour l'ouverture à la presse qui a duré une vingtaine de minutes. Il y a 12 joueurs qui n'étaient pas sur le terrain au moment de l'échauffement. Ils sont arrivés à 11 heures. Donc, on ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas au même moment. Il ne faut pas oublier non plus que et Sampaoli et Genesio n'ont pas eu la chance de voir un seul match de l'adversaire avec le nouveau coach, puisque Genesio est arrivé avant Sampaoli, mais Rennes étant éliminé de la Coupe de France, il n'y a pas eu de match du Stade Rennais le week-end dernier. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses. Il a fallu je pense que le maître mot du match, c'est adaptation. Voilà, adaptation. Il a fallu s'adapter au jeu de l'adversaire. Le jeu des Rennais était quand même assez linéaire. On a retrouvé souvent ce 4-3-3 avec Terrier à gauche et Doku à droite, Guirassy dans l'axe, 3 milieux avec Nzonzi qui venait souvent très très bas. Et c'est vrai que mis à part Camara qui a été cohérent et surtout qui a respecté son rang et son placement tout au long du match parce que c'était la consigne de Sampaoli, les autres joueurs, que ce soit Thauvin, que ce soit Kawi, que ce soit Payet et même Milik qui est venu de temps à autre récupérer des ballons assez loin du but adverse, ils ont beaucoup bougé autour de l'animation offensive avec plus ou moins de réussite, quoi. Alors, une réaction de Flo. Oui, tout à l'heure, tu disais, Karim, que les 2 entraîneurs n'ont pas pu n'ont pas pu bosser avec leur équipe. Et d'ailleurs, c'est la première fois en Ligue 1 qu'il y ait 2 nouveaux coachs qui s'affrontent sur leur premier match, en fait. Oui, merci pour cette stat. Donc, on va revenir avec toi, Raph. Pour toi, du coup, au final, quels sont les points positifs de ce changement de stratégie à chaque fois en cours de match? Alors déjà, moi j'ai vu énormément, alors énormément bien sûr à modérer, mais déjà de l'envie dans le jeu de produire du jeu, de se porter vers l'avant. Il y a eu 2 choses très importantes, comme l'a dit Karim, il y a eu de l'adaptation et elle passait tout d'abord par la construction du jeu. On a vu parfois ça construisait de derrière, ça relançait proprement. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, hein, on reviendra après sur les améliorations, mais déjà on cherchait à construire par l'arrière, sauf quand le bloc rennais était trop haut, et là, des fois, ça lançait un peu des ballons dans la profondeur
pour tenter justement de créer un déséquilibre. Donc, il y a eu ça. Il y a aussi eu un truc très important, c'est les latéraux. Flo, on a parlé dans la première partie, les latéraux. En fait, j'ai trouvé que ce système, il est très bien pour des latéraux comme Lirola et Nagatomo un peu moins, mais il faudrait plus voir Amavi dans ce rôle-là parce que c'est très simple. Les latéraux, quand il y a trois joueurs derrière, ça leur permet de garder un peu de souplesse défensive, de ne pas forcément trop reculer, mais au moins ils peuvent attaquer, ils peuvent faire des allers-retours parce qu'ils savent qu'il y a au moins une personne qui peut compenser à peu près derrière. Et les postes étaient assez bien répartis avec Douillet qui pouvait vraiment un peu contrer et faire un peu de physique derrière. Donc ça, j'ai trouvé très bien. Après, le très bon côté de l'OM, ça a été le côté droit avec Lirola Thauvin qui ont pu varier les centres. Ça, c'est quelque chose. Avant, on n'avait qu'une personne qui centrait, c'était Lirola, et Thauvin revenait sur son pied gauche pour tirer. Là, on a vraiment une variabilité parce que Lirola peut centrer du pied droit en première intention. C'est ce que demandent de nombreux coachs, de pouvoir centrer comme ça très rapidement. Et Thauvin, au contraire, peut lui créer un décalage en centrant de son pied gauche et du coup amener d'autres possibilités et faire des centres rentrants qui peuvent gêner les défenseurs et aussi le gardien. Et le dernier point positif que j'ai trouvé, c'est vraiment l'utilisation de Camara. Camara, des fois, on l'a vu sortir et harceler le joueur qui avait le ballon. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait 3 défenseurs et donc il pouvait sortir et derrière, il restait toujours 3 joueurs. Alors que quand on était en 4-3-3 avec une pointe défensive, il était obligé de rester là. Donc là, en faisant ça, Camara, tu le libères un peu et ça va faire que lui, il va exploser et pourquoi pas une équipe de France plus tard. Alors Karim, est-ce que tu partages cet avis de Raph, cette très belle description qu'il nous a fait? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que tu es encore impressionné par cette progression fulgurante de Bouba Kamara? Oui, oui, on est d'accord hein, sur le rôle important et je dirais de plus en plus de la part de Bouba Kamara, peu importe la place qu'il occupe au sein du jeu de l'Olympique de Marseille, il reste un pion essentiel désormais de chaque entraîneur qui peut l'utiliser. C'est vrai que la faculté de pouvoir aller presser le joueur offensif ou pas la première rampe de lancement, mais presque du Stade Rennais, elle est possible, elle est rendue possible par la disposition tactique et les 3 défenseurs centraux. Et moi, je me languis de voir jouer Camara avec Gay ou Rongier dans le dispositif de Sampaoli parce que je pense qu'ils seront. On va retrouver vraiment alors je dirais un petit peu péjorativement, 2 chiens sur le terrain qui pourront aller harceler et récupérer, mordre un petit peu les mollets adverses pour récupérer les ballons et se projeter beaucoup plus vite, donner des ballons très propres aux joueurs offensifs qui seront dédiés à la construction et l'animation du jeu offensif comme Payet, comme Thauvin. Donc Camara n'est jamais un perdant. J'ai l'impression d'un changement de système ou d'un changement de coach. On sait très bien aussi que Camara, en cas d'absence d'un des 3 défenseurs centraux, pourquoi pas, prendre une place dans ce groupe de 3 défenseurs centraux avec la possibilité aussi de relancer le jeu parce que on en parlera peut-être un petit peu plus tard. C'est un des risques hein, de la méthode Sampaoli avec 3 défenseurs centraux. Il y a quand même pas mal de jeux entre les 3 défenseurs et au final, ça peut poser des problèmes par rapport au pressing adverse. Ok, alors on va conclure avec toi, Raph. Au final, je vais te poser la question fatidique de chaque semaine. Ton verdict, est-ce que la philosophie, la stratégie de Sampaoli était la bonne hier? Alors oui, c'était la bonne. J'ai trouvé ça très bien comme approche. J'ai été même étonné au début de la compo. Et puis après, quand j'ai vu comme ça s'est organisé, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc ça, c'était un peu juste pour le papier, la compo qu'on avait tous reçue. Après, il y a vraiment eu un travail qui a été fait. Je pense que le jeu peut être encore mieux huilé plus tard parce que le schéma qu'il utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une chorégraphie. Donc une chorégraphie, ça se répète. Et plus on la répète à l'entraînement et en match, et plus on va l'acquérir facilement, et plus ça va être fluide dans le jeu. Ça va nous permettre de mieux construire le jeu. Des fois, il y a encore des ballons qui sont balancés trop rapidement. Mais non, pour moi, c'est une bonne philosophie qu'il a. Et puis d'enfin porter à nouveau le jeu sur l'offensive. De Dieu que ça nous manquait.
Ah oui, ça nous fait plaisir. Allez, on va passer à la troisième partie de cette émission avec Richard qui va nous dire pourquoi il marronne cette semaine. Alors, il a souvent l'habitude de nous exprimer ses coups de gueule, mais là, il a quand même quelques motifs de satisfaction et il voulait commencer par ça. Oui, effectivement. Bon, je vais d'abord revenir sur quelque chose de négatif dont j'avais parlé avant. J'étais contre la venue de Sampaoli pour une simple et bonne raison, c'est qu'en Coupe du Monde, il n'a pas mis Agüero et Dybala à côté de Messi. Et ça, je lui en ai toujours voulu pour ça, mais en même temps, je le remercie parce qu'on s'est qualifié avec l'équipe de France contre lui avec ce fameux 4-3. Et au départ, je me suis dit, mais s'il vient, est-ce qu'il va faire pareil? Payet va lui dire de mettre un tel et de ne pas mettre un tel et il va accepter. Alors, je voulais voir ce qui allait se passer. Et là, j'ai vu. Et bon, pour l'instant, je reste dans l'expectative. Je veux voir la suite. Mais pour le match d'hier, je suis très content de son coaching parce que, bon, ben, bien sûr, enfin, on retrouve de la grinta. Ils ne sont plus en train de se balader à Bourrelli, une clope au bec, comme j'ai dit la dernière fois. Ils sont là, ils sont sur le terrain et ça court, et ça joue, et ça se bat. Et vous savez bien que c'est ce qu'on veut voir à Marseille. Hein, les supporters de Marseille veulent voir une équipe qui va se battre jusqu'au bout, de la première minute à la dernière minute. Et là, ça a été quand même relativement concluant. Et je pense que c'est l'impact de Sampaoli et la grinta qu'il a insufflé aux joueurs avant ce premier match. Et c'est plutôt de bon augure parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps, comme vous avez dit, pour les préparer. Au niveau du système de jeu, c'est un système de jeu qui a donc porté ses fruits. Il jouait contre Rennes, il a eu raison de mettre 3 défenseurs parce que derrière, ben, on a Lirola, on a Alvaro, on a le petit camarade donc, qui aujourd'hui, certains le voient déjà en équipe de France et ce n'est pas par hasard, c'est qu'il nous a apporté beaucoup derrière. Donc, c'est vraiment intéressant, mais je pense que Sampaoli il va être un petit peu comme Roland Courbis. Il va avoir plusieurs systèmes de jeu qu'il va adapter à chaque analyse de l'équipe adverse, à mon avis. Donc, on va aussi retrouver des 4-4-2, à mon avis, des 4-3-3, voire des 4-2-3-1, je pense. Mais ce système-là était intéressant et contre les équipes qui sont dangereuses, ben, on voit qu'on peut mieux faire, mais je pense que surtout, les joueurs ont pris conscience. Est-ce que c'est la venue de Sampaoli qui fait ça? En tout cas, ils ont pris conscience sur le match d'hier. Est-ce qu'ils vont continuer? C'est à voir. Pour ce qui est de mon coup de gueule, tout simplement, alors, moi, je suis un peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet parce que j'ai mon ami Thauvin et mon ami Payet qui m'inquiètent. Ils m'inquiètent. On a l'apport de Enrique. On a l'apport de Enrique qui nous amène quelque chose. Ça fait 2 fois qu'on le voit faire des passes décisives. Excusez-moi de vous dire ça, mais Payet, moi, c'est un joueur qui est extraordinaire. Je l'adore. Notamment à l'époque où il était en équipe de France. C'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire. Voilà, sur la première mi-temps, j'avais envie de voir plus de sa part. Plus de sa part. Pareil pour Thauvin qui, oui, il bouge, il dribble, il est technique, mais il n'y a aucune efficacité. Voilà. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que dès qu'ils jouent ensemble, ça ne marche pas, on ne marque pas. Donc, est-ce que c'est dû à ce fameux conflit dont on a parlé? Est-ce que ce n'est pas dû à ça? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que nous, on veut les voir copains parce qu'on aime l'OM, on est pour l'OM, et on veut les voir copains et on veut les voir faire de belles choses parce qu'ils en sont capables. Ils en sont capables. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux, avec les deux? Voilà, donc en ce moment, ensemble, ça ne marche pas. Cette fois-ci, je dirais que ce n'est pas une balade à Bourrelli, mais c'est une course après rien de la part des deux. Aujourd'hui, on ne va pas faire sans Sampaoli, comme je dis souvent en rigolant. Voilà, pour Enrique, alors je reviens sur Enrique, c'est mon nouveau Radonjic. Hein. Voilà, donc chaque fois qu'ils ne le feront pas jouer, il y aura tu marronnes Richard sur Enrique, parce que bon, il commence à montrer suffisamment de choses, et donc il faut le titulariser là. Ça y est, c'est terminé. Je ne veux plus le voir en dehors du terrain. Ce garçon, je veux le voir titulaire. Voilà. Quitte à le faire sortir en match et à faire rentrer Kawi, ou alors alterner avec Kawi, mais je veux le voir titulaire.
Pour venir sur Kawi, je suis un petit peu déçu de sa part parce que bon, il nous a donné des motifs d'espoir avec ce match où il a marqué 2 buts. Il est quand même assez technique. Je crois que même le coach l'a dit en conférence de presse. Et bon, voilà, je pense qu'il a du potentiel. C'est un garçon, à mon avis, qui doit travailler et on peut avoir besoin de lui et on peut l'utiliser. Voilà. Cuisance, notre ami Cuisance, c'est quelqu'un d'intéressant. Il marque. Maintenant, il marque. Alors, je reste encore frustré avec ce garçon. Il a du potentiel. Il n'a pas été pris par le Bayern de Munich par hasard. Ce n'est pas un garçon qui se balade à la campagne. Il a l'air de travailler. Alors, quelle est la solution à son problème? À mon avis, c'est mental. Il a cette pression marseillaise et je pense qu'il va falloir travailler parce que je pense qu'il a du potentiel qu'il faut exploiter. Voilà, c'est un garçon qui donne pas assez de ballons, il perd trop de ballons. Je pense qu'il a un manque de confiance en lui, mais je pense qu'il a le potentiel. Voilà, Balerdi, excusez-moi du terme encore une fois, il me saoule considérablement. Considérablement. Je suis fatigué de le voir jouer. Alors, merci Richard pour ton coup de gueule hebdomadaire. Karim, je voulais juste avoir une petite réaction de ta part sur le passage qu'a dit Richard par rapport à Florian Thauvin et Dimitri Payet. J'ai eu l'impression que tu n'étais pas d'accord. Le problème, c'est que voilà, la rivalité a été montée en épingle il y a quelques semaines, quelques mois, notamment par André Villas-Boas. Après, faut arrêter de croire que les mecs ils se détestent. Alors oui, ce ne sont pas des amis. Voilà, ce ne sont pas des amis. Je ne suis pas sûr que tous les 5, vous soyez vraiment des amis. Et pourtant, vous travaillez ensemble. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas… Ils ne se sont jamais vraiment aimés. Mais quand on dit on n'aime pas quelqu'un, ça ne veut pas dire pour autant qu'on le déteste. Après, je reviens quand même sur des stats de l'année, de la saison de la Ligue Europa, où les 2 joueurs ensemble avaient une moyenne de points quand ils étaient alignés de 2 points par match. Donc voilà, ils peuvent jouer ensemble. Je pense que le match d'hier n'est pas complètement significatif parce que c'est le premier match de l'ère Sampaoli. Je ne suis pas du tout d'accord avec Richard sur le match de Florian Thauvin, Dimitri Payet à la rigueur, mais Thauvin hier a quand même été assez précieux. Il a beaucoup couru. Il y a une stat qui est quand même très intéressante sur les passes réussies, 37 sur 38. C'est son meilleur ratio depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Alors après, oui, il n'a pas marqué de but. Il a quand même donné un bon ballon à Milik qui aurait pu être transformé en but. Il met une tête qui a presque été touchée de la main par Niamsi dès la 2e minute. Donc voilà, je pense que de toute façon, je pense que Sampaoli ne fera pas sans ces 2 joueurs. Allez, on passe au top et au flop. C'est l'heure de parler un peu de la prestation des joueurs avec toi, Chris. Oui, alors aujourd'hui, on va comme toujours voir nos tops et nos flops. Alors d'abord, une fois n'est pas coutume, celui qui a été le plus généreux sur les notes des joueurs, c'est notre ami Flo. Voilà. Il est là, c'est possible pour sa défense. Et celui qui ont été le plus critique, figurez-vous, ce n'est pas moi pour une fois. D'habitude, je suis plus critique. Là, c'est Richard. 5,3 de moyenne contre, comme je l'ai dit, 6,7 pour Flo. On a mis en note moyenne des joueurs 5,8, ce qui veut dire quand même, je crois que c'est 1,5 point de plus, je crois, que la dernière fois. Donc, c'est vraiment bien plus positif que ce qu'on a eu la dernière fois. Donc, on va commencer par les flops. Alors, selon toi, Karim, qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme flop pour voir si on est raccord tous les deux? Ton flop numéro 1, ce serait qui déjà? Alors, sur le match d'hier, moi, j'ai quand même été extrêmement déçu par la prestation de Saïf Kaoui. J'attendais beaucoup de cette titularisation. Il n'a pas assez apporté, notamment dans la construction du jeu sur un plan offensif. De toute façon, j'ai un flop 3 moi, qui s'appelle Kaoui, Payet, Nagatomo. Voilà. Voilà. T'as vendu la mèche. On n'est pas loin alors. Hein. Oui, alors vous allez voir qu'on n'est pas loin nous aussi. On n'est pas loin. Alors nous, notre numéro 1 de top, eh bien, pareil, c'est aussi Kaoui. 4,6 de moyenne.
Voilà, je trouve que c'est une bonne note d'ailleurs, 4,6. Je pense que voilà, on a été plutôt juste. Et alors, commençons avec Kawi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme insuffisance pour toi sur Kawi? Par rapport à Saïf Kawi, il avait quand même une responsabilité qui était aussi importante que Payet et Thauvin dans l'animation offensive. Mis à part une fois, il ne s'est jamais retrouvé en position de frapper quand il a enchaîné les feintes de frappe sur Kamavinga, me semble-t-il. Voilà. Mais par contre, dans les transmissions, il a quasiment jamais apporté le ballon dans la surface adverse sur un plan défensif et de la récupération. Alors, il court, il n'y a pas de souci, mais je pense que physiquement, il n'a pas assez de présence pour évoluer aujourd'hui dans l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Peut-être que Kawi, pour moi, aurait pu jouer à la place de Nagatomo hier. Parce que c'est un rôle dans lequel il avait donné certaines satisfactions sous Villas-Boas. C'est là, avec 3 véritables défenseurs centraux, je pense qu'il aurait pu apporter sur le côté gauche avec une qualité de centre supérieure à celle du japonais, mais dans l'endroit où il était positionné et avec ce qu'on lui a demandé, même si Sampaoli n'a pas voulu trop le descendre en conférence de presse, je pense que son rendement a été insuffisant. J'espère voir mieux de ce joueur. Attention, il y avait beaucoup d'absents hier. Les prochains matchs, il y a certains joueurs qui vont revenir et peut-être que Kawi aura moins le loisir de démarrer les rencontres. Oui, c'est sûr, s'il fait ce genre de match, on risque de moins le voir. Alors nous, Nagatomo, on l'a mis 4e. Il s'en est sorti de justesse, hein, voilà, de notre flop 3. Donc nous, notre deuxième plus gros flop, il s'agit de Payet. Voilà, donc je crois que tu l'as mis aussi, c'est bien ça? Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé du match de Payet? On a mis 5,2. Voilà. Alors, c'est pas à proprement parler un mauvais match Ouais, on est d'accord. Ouais. de Dimitri Payet. Par contre, on attend beaucoup plus de son investissement, notamment physiquement. Il va falloir, tout à l'heure, Richard disait beaucoup de choses intéressantes sur la suite de la saison et la suite de la carrière de Dimitri Payet. Mais c'est vrai que il ne faut pas oublier. Richard nous parlait du Payet de l'Euro 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans. Là, aujourd'hui, il va avoir 34 ans, il n'a pas le même volume physique, mais il va falloir qu'il s'adapte. Je suis persuadé que c'est le joueur sur lequel Sampaoli va vouloir vraiment s'attacher au niveau de l'animation offensive. Il lui faut ce genre de joueur avec des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Par contre, pour pouvoir réaliser des performances dignes des attentes de Sampaoli et du staff, il va falloir que le niveau physique de Payet s'améliore. Là, c'est vrai qu'on avait quand même l'impression de le voir un petit peu plus fit. Donc voilà, déjà ça, c'est fait. L'apparence est bonne. Après, au niveau des kilomètres qu'il va falloir avaler et des ballons à distribuer pour ses attaquants ou ses collègues du milieu de terrain, il va falloir vraiment une implication beaucoup plus importante de la part de Payet. Alors nous, il est à noter en fait qu'on n'était pas tous d'accord sur ce joueur. Pour ça, d'ailleurs, j'ai écrit débat. Quand c'est débat, ça veut dire qu'on n'est pas tous d'accord. Alors, on a entendu tout à l'heure Richard qui s'exprimait sur Payet. Visiblement, n'a pas trop aimé le match. Comme on a pu l'entendre, il lui a mis un beau 4. Par exemple, Rafi lui met aussi 4. Voilà. Mais par exemple, Raph lui a mis 5. Flo lui a mis 6,5. Et moi, je lui ai mis 6,5 aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on voit un peu le côté mix du ressenti entre à la fois ce brouillon qu'on peut peut-être ressentir pour les prochains matchs de Sampaoli, mais à la fois encore des insuffisances vu ce qu'on attend du joueur, quoi. Et en fait, dans 3, on a mis Milik. Voilà, Milik est notre troisième flop. Il a une moyenne de 5,2 aussi, comme Payet. Donc, toi, Karim, tu es plus satisfait de Milik? Tu as trouvé que c'était correct son match? Dans la situation dans laquelle il a évolué, il ne faut pas non plus lui demander des miracles, hein. Il y a de la présence de la part de Milik, il y a eu quand même du pressing intéressant. Après, bien entendu, ce que l'on attend d'un attaquant, c'est qu'il mette le ballon au fond ou qu'il se procure des occasions. Il y en a eu une, notamment sur ce super centre de Flotovin. Il la reprend sans contrôle, pied droit, elle est cadrée. Alfred Gomis fait un très bel arrêt. Après, il faut aussi donner un peu d'indulgence parce que le mec, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas enchaîné autant de titularisations que qu'il vient de faire. Je pensais qu'il allait le faire souffler, moi, contre le Canet en Roussillon, et non, il a été titulaire, et heureusement parce qu'il a marqué le seul but marseillais du match. Alors, ouais, moi je le mets pas dans les flops. Je trouve que c'est un match
moyen de la part d'Arkadiusz Milik. Mais la prestation du Polonais est vraiment conditionnée à l'apport des joueurs qui sont autour de lui et des ballons dont il va pouvoir avoir l'utilisation dans la surface de réparation, quoi. Bon, et puis maintenant, passons au top. Alors, notre top 3, le numéro 1 expose tout. Alors, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, qui sait. C'est assez évident. Je pense qu'on est d'accord, Karim, sur quel numéro 1. On a un peu discuté déjà tout à l'heure. Le top, c'est qui? Forcément. Pour moi, c'est Bouba Kamara. Voilà, bah pour nous aussi, et de loin, hein. Vraiment, quand je dis, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a Camara et les autres, à chaque fois qu'on fait ce top flop ces dernières semaines, on lui a mis un beau 7,6 quand même. Voilà. Donc voilà, numéro 1. Qui c'est que tu verrais, toi, d'autre dans ton top à toi? Bah, moi, j'ai bien aimé, je le répète, la prestation de Florian Thauvin parce qu'il a quand même été assez complet. Alors, c'est sûr que si pour lui mettre un 7, il faut qu'il marque un but et qu'il fasse une passe D, c'est quand même un peu compliqué. Moi, je trouve qu'il a été surtout beaucoup plus impliqué qu'à l'occasion des derniers matchs auxquels il a pu participer sous Nasser Largué. Défensivement, au niveau du repli, il était là pour aider Lirola. Il s'est battu. Il a commis des fautes au niveau du milieu de terrain. Donc, s'il commet des fautes, c'est qu'il est dans le contact, c'est qu'il est dans le combat. J'ai retrouvé un Flo Thauvin intéressant dans l'état d'esprit, dans l'investissement. Après, il a été plutôt bon au niveau de ses relations avec les partenaires. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal au niveau de Thauvin. Alors oui, tout à fait. Bah, nous, il est dans notre top 3 aussi. Parce que si on a entendu tout à l'heure, effectivement, Richard, qui lui a mis un beau 4, encore une fois, en fait, il a été largement sauvé par d'autres. Il a eu 5 de Richard. Je suis désolé, Richard. Il a eu 7,5 de la part de Flo, il a eu 6 de la part de Raph, 5 de la part de Rafi. Donc voilà, bref, il s'est retrouvé avec un beau 6 au final, en moyenne. Et ça lui permet d'être notre troisième top. Et toi, donc ton troisième à toi, ton troisième à toi, ce qui nous peut-être sera le deuxième, c'est qui, toi, la fin de ton top 3? Alors, je ne peux pas mettre des joueurs qui sont entrés en jeu. Sinon, Non. j'aurais mis, j'aurais mis une mention très bien à Luis Enrique pour sa rentrée. Mais moi, j'ai bien aimé le patron de la défense. Et le patron de la défense, celui qui était libéraux, c'était pour moi Alvaro. Donc, mis à part ces discussions incessantes avec l'arbitre, il faut qu'il travaille vraiment dessus. Mais au niveau de l'impact, il a été quand même assez présent. Au niveau du placement, très intéressant aussi. Donc, pour moi, Alvaro est le troisième top de ce match dans une équipe qui a quand même été assez moyenne au niveau des notes, selon moi, hein. Alors oui, bah, nous, c'était Lirola, donc qui était notre top 2. Alors, on sait qu'on l'aime bien. Et souvent, c'est marrant, nos invités ne sont pas aussi fans que nous de Lirola. Je crois que nous, en fait, ce que je dis talk après talk, c'est que j'ai l'impression vraiment que c'est la frustration qu'on avait pendant tellement longtemps avec Sakai de ne pas avoir du tout de beau centre jaillir de son flanc droit, que maintenant, Lirola, voilà, on est dans une période Lirola file. On devient Lirola file. Tous ensemble. Et on lui a mis un beau 6,9, hein, donc il est même pas aussi bon en fait que Camara. Et donc nous, voilà, notre top 3, c'est Camara, Lirola, Thauvin. Voilà, Rafi, je te Allez, rends merci à le toi, mot merci à d'antenne. toi, Chris. On enchaîne avec le jeu des pronos. Donc, samedi, OM Brest à 17h. On aura sûrement le plaisir d'entendre Karim commenter ce match. Donc, chacun, vous allez nous donner votre pronostic. On commence avec toi, Raph, s'il te plaît. 1-0 pour l'OM. 1-0, Richard. 2-0 pour l'OM. 2-0, Christopher. 3-1. 3-1, Flo. Pour moi aussi, ça sera 3-1. 3-1, Karim. 4-1. 4-1, beau score. Allez, moi je vais dire 2-1. On va passer au dossier de la semaine, donc, qui sera consacré à l'identité de jeu marseillaise. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va revenir d'abord sur les déclarations de Pablo Longoria sur la conférence de presse de la présentation de Jorge Sampaoli, donc, où tu étais, Karim. Donc il disait, en parlant de Franck McCourt, donc le propriétaire du club, le propriétaire d'un club se doit d'être toujours ambitieux. On est réaliste, on connaît la situation économique du club, et pas seulement que du club, mais tout le contour. On doit construire un projet pour avoir un style de jeu, il faut avoir des bases solides pour récupérer notre identité. On l'a souvent dit et redit que Pablo Longoria était très attaché à l'identité de chaque club dans lequel il est passé, notamment on en a parlé dans notre émission
où il cherchait souvent des joueurs avec un style, un profil où il avait la conviction qu'il pouvait réussir dans les clubs dans lesquels il était. Donc, on va commencer avec toi, Richard, en parlant de Jorge Sampaoli, qui propose une identité de jeu proche de celle du peuple marseillais. Ben oui, effectivement, Marseille a sa propre identité. Certains Français disent même que, et notamment les Marseillais eux-mêmes, que c'est un pays dans le pays et que ben, Marseille est son propre pays, en fait. Et ben voilà, ça fait de ce peuple un peuple différent dans la solidarité, dans l'humanité. L'amour de ce peuple autour de l'OM est sans limite, et c'est un peuple qui est combatif à l'image de ce qu'on veut voir sur le terrain de la part des joueurs. Voilà, c'est le jeu jusqu'à la mort, c'est le jeu avec. On veut les voir sur le terrain se massacrer à chaque match. Et c'est ça l'identité. L'identité du peuple, c'est ça, c'est militer pour Marseille jusqu'à à fond. Alors, bon, dire jusqu'à la mort, c'est quelque chose de fort, mais voilà, c'est toujours pareil, même dans des circonstances comme le Covid, c'est un peuple qui est très solidaire. Ben, c'est ça qu'on veut voir de notre équipe marseillaise, être des vrais Marseillais. Et donc, qui mieux qu'un Argentin qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas dominer par ses joueurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire, peut faire ça. C'est pour ça que j'attends de voir. Je veux que Sampaoli soit dans cette identité et qu'il mette les joueurs qui sont titularisables et pas juste faire un buzz journalistique. Mettre les vrais, ceux qui sont le plus en forme pour jouer. Si c'est Kawi qui est plus fort que Payet, ben c'est Kawi qui doit jouer. Voilà. Alors, en l'occurrence, là, sur le match d'hier, ce n'est pas le cas, mais voilà l'identité du peuple marseillais. Mouiller le maillot, se battre, et ça doit se retrouver sur le terrain. Et c'est ce combat-là, je pense que Sampaoli, d'après ce que je vois, des dernières choses que j'ai vues de lui, en est capable. Voilà. Ok, merci à toi, Richard. Raph, tactiquement et historiquement, quelle stratégie est la mieux à mettre en place et pour donner une identité de jeu marseillaise? Oui, alors je pourrais revenir sur l'ensemble des tactiques qu'il y a eu depuis la création de l'OM. Il y en a eu des dizaines, hein. Il y a pas un système qui se ressemble. On a l'époque tapis. Alors là, au début, c'était très offensif, avec notamment un jeu en 4-4-2. En revanche, ensuite, on va passer sur une défense, notamment avec Raymond Goethals, un jeu qui est plus prudent. Et donc, mais ça a fait ses preuves parce que notamment lors de l'année 91-92, la saison 91-92, l'OM n'encaissera que 21 buts. C'est le meilleur score de tous les temps en Ligue 1. Et ensuite, il y a une dernière époque, c'est celle des années 2000. Là, on a une très forte majorité. Étonnamment, on pourrait penser que c'est les systèmes à 4 défenseurs. Et non, il y a une majorité de systèmes avec 5 ou 3 défenseurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'identité propre à Marseille parce que chaque entraîneur veut marquer de sa patte le jeu. Mais vraiment, là où l'OM s'est le plus souvent retrouvé, et oui, il y a eu le plus de résultats et le plus de ferveur notamment, c'est quand l'équipe jouait vers l'attaque. Donc peu importe la disposition tactique qui pouvait y être, il y avait quand même, lorsque le jeu est porté vers l'attaque et que les joueurs donnent de l'envie, il y a du mieux quand même. Ok, merci à toi, Raph. Flo, est-ce que tu pourrais nous proposer un 11 avec un 11 type avec des joueurs vraiment qui sont adaptés à ce style de jeu marseillais? Complètement, j'ai décidé de faire un 3-5-2. Voilà. Donc, vous allez voir juste ici, Raph le mettra au montage, la petite compo que j'ai faite. Alors que dans les cages, j'ai pensé à Barthez ou Mandanda, assez difficile de les départager. Deux grands gardiens à l'OM. En défense, Alvaro, Carlos Moser, Gabi Enze. Ils ont marqué franchement bien l'OM. Sur les côtés, Dimeco et Azpilicueta. Logique. Au milieu, avec Camara et Lucho González. En 10 avec Francescoli et l'attaque Niang Drogba, 100% africaine, qui peut marcher du feu.
Ok, merci. T'as Merci. oublié Amoros Oui, et Waddle. donc, eh ben justement, j'allais y venir, Richard, parce que Flo a des remplaçants à proposer également, vu que il y a un réservoir de joueurs, l'Olympique de Marseille, assez impressionnant. Exactement, exactement. Donc, bon, en gardien, on a parlé de Mandanda et Barthez, mais on peut mettre aussi Olmeta et sa folie légendaire. Comme le disait aussi Richard, Amoros, Waddle, on peut même parler de Laurent Blanc, de Basile Boli, même Paul Lirola qui est compatible. Il y a même Ocampos, Luis Gustavo, Souleymane Diawara, Bédi Pelé, les frères Ayou, Gignac et aussi Joey Barton. Ok, super. Merci à toi, Flo. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission. On va mettre à l'honneur notre invité, Karim. Donc, on va poser quelques questions, si tu le permets, si ça ne te dérange pas. Donc, on a d'abord une question de Antoine de Lausanne qui nous demande quel est ton ressenti sur ce qui se passe en interne à l'OM et comment vois-tu l'avenir du club à moyen terme? Alors, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur du club, donc c'est toutes les modifications, les changements en président, entraîneur, pas de directeur sportif pour l'instant. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça arrive à ce moment de la saison. C'est un petit peu tard. On aurait pu s'éviter quand même une crise. Il y a eu une intervention du propriétaire qui répond à qui veut l'entendre, qu'il ne veut pas vendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs autour de la vente du club. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mensonge de la part de Franck McCourt, mais que si un jour il y a une offre digne de ce nom, il l'étudiera véritablement plutôt 2 fois qu'une. Voilà, c'est un contexte compliqué. Je pense que le fait de mettre Pablo Longoria, pour certains, c'est un risque, vu son jeune âge. Après, moi, je reste quand même sur l'impression et l'image qu'il nous donne depuis qu'il est arrivé à Marseille. Je suis ce jeune homme de 34 ans depuis quand même quelques saisons. Et c'est vrai qu'il est, il est à 300% impliqué dans le milieu du football. Je pense que Longoria et Sampaoli vont remettre au centre du projet le jeu, le foot de l'Olympique de Marseille, en espérant le plus rapidement possible le retour des supporters dans le stade. Mais je pense que ce n'est pas la plus mauvaise des idées d'avoir confié la direction tout court du club à Pablo Longoria. Pour l'instant, il va devoir travailler avec sa garde rapprochée, ses scouts qui fait venir notamment d'Espagne. Et peut-être qu'après la prochaine intersaison, il sera temps d'installer un directeur sportif. Mais la relation et la liaison entre Sampaoli et Longoria, pour moi, c'est un axe de travail très intéressant pour l'eau. Ok, merci. Allez, on enchaîne avec toi, Raph. Ta question, s'il te plaît. Oui, ma question, c'est Karim, comment est-ce que tu fais pour toujours arriver à poser la première question lors des conférences de presse? Bon, on va dire que c'est devenu une habitude depuis quelques saisons. Voilà, parce que la première question, c'est toujours une entrée en matière pour la conférence de presse. Donc, malheureusement pour moi, tu ne peux pas mettre les pieds dans le plat assez régulièrement. Voilà. Après, je pense que je m'entends bien avec tous mes collègues et que ça ne les gêne pas que ce soit moi qui ouvre la conférence de presse. De temps en temps, ça peut même les arranger quand les confs de presse sont un petit peu tendues. Donc voilà, c'est un petit rituel qui a été instauré. Mais si quelqu'un d'autre veut poser la première question, il n'y a jamais de souci. C'est quand même une entrée en matière qui permet de dresser un petit peu le tableau. Elle peut être un petit peu plus piquante de temps en temps, mais là, pour le coup, là, tu vois, par exemple, pour Pablo Longoria, la première question, elle a eu un rapport quand même avec l'élimination de dimanche, on n'avait pas vu le président entre dimanche et mardi. Et pour la première question de Sampaoli, elle a été toute simple. Pourquoi Marseille? Pourquoi avoir choisi Marseille? Et quel a été son ressenti au moment de rencontrer les joueurs? Voilà, tu ne vas pas lui demander de suite Jorge, vous allez jouer comment quand vous arrivez à l'OM? C'est pas possible. Il faut quand même installer un petit peu le débat et ça, je pense que mes collègues le comprennent bien aussi, quoi. Ok, allez, à toi, Richard. Moi, Karim, je voulais te demander, même si tu n'y es pas tout le temps et que tu n'es pas membre de, tout le temps du Phocéen, est-ce que d'après toi, les propos du Phocéen sont toujours objectifs? Est-ce que parfois, ils ne sont pas un petit peu à côté de certaines vérités? Alors, sans nommer personne, il n'y a aucun jugement de valeur.
Ouais, c'est un peu compliqué comme question, mais euh, non, je pense qu'ils ont une ligne éditoriale qui Oui, fait que, et qui peut varier hein, au gré des mois, des trimestres, des saisons. Voilà, je pense qu'ils font quand même leur boulot assez professionnellement. C'est quand même oui. l'un des seuls sites, parce qu'il y a le FC Marseille également maintenant, qui est quand même très présent dans le milieu des médias qui suivent l'Olympique de Marseille. Donc, ce sont des médias dédiés à l'Olympique de Marseille. Le Phocéen, c'est quand même une histoire de plus de 15 ans. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut s'interroger sur un choix éditorial, sur une période donnée. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont mis beaucoup de temps pour mettre des tacles à Jacques-Henri Hérault. Moi qui côtoie régulièrement les journalistes, je sais que dans le travail de tous les jours, il y avait souvent des pics, que ce soit dans les papiers, dans les vidéos qu'il proposait. Mais c'est vrai que tout dépendra de la ligne éditoriale qui est fixée par leur directeur et par leur rédacteur en chef. Mais c'est un petit peu la vérité pour tous les médias. Mais c'est vrai que le Phocéen est très exposé par rapport au fait qu'il se revendique et qu'il est un peu l'un des sites préférés des supporters de l'OM. Ok, merci. Allez, à toi, Flo. Bah, du coup, Karim, moi, c'était une question sur Camara. J'ai vu ton tweet hier qui disait qu'on n'avait pas vu un jeune du centre de formation aussi fort que depuis Nasri. Mais du coup, Camara en équipe de France pour le prochain rassemblement, est-ce que tu penses que c'est possible? Et bah, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que c'est possible. J'espère me tromper. Je pense qu'il ne sera pas appelé parce que c'est quand même le dernier rassemblement avant l'Euro et je pense qu'il a quand même en tête un groupe, même s'il est élargi, Didier Deschamps, un groupe sur lequel il va compter. Il y a des tauliers, il y a Pogba, il y a Kanté. Alors, avec la blessure de Tolisso, c'est vrai que ça ouvre un petit peu une chance pour certains milieux de terrain qui peuvent postuler. Camara a quand même la possibilité aussi d'être rapatrié en défense s'il y avait un problème grave au niveau de la charnière centrale. Moi, je pense qu'il intégrera durablement l'équipe de France après l'Euro. Si il y avait la cerise sur le gâteau et qu'il était appelé pour le rassemblement du mois de mars, c'est pas moi qui vais te dire que je serais surpris et désagréablement parce que c'est quand même quelqu'un qui montre des choses très intéressantes. Je le dis, il a 21 ans, il a été international dans toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France. Il fait partie de l'équipe de France espoir depuis 2 saisons maintenant. Le palier suivant, c'est l'équipe de France DA. C'est celui qui est le plus difficile à franchir. Mais bon, par rapport à ce qu'il montre et par rapport je dirais, au volume qu'il est en train de prendre à l'Olympique de Marseille, je serais très heureux qu'il soit appelé pour le prochain rassemblement. Je n'en suis pas sûr parce que Deschamps a quand même des solutions autres, peut-être pour l'immédiat et le présent de l'équipe de France. Ok, merci Karim. On espère tous le voir un jour avec le maillot bleu. On va te remercier, Karim, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. On va juste avoir une petite pensée, si tu le permets, pour la famille de Patrice Desperetti. C'est l'anniversaire de son décès aujourd'hui. Et avoir une pensée pour également Didier Drogba qui fête son anniversaire. Donc, on pense également à lui. Merci Karim. Reviens nous voir quand tu veux. C'était un plaisir. Bah, avec grand Et, plaisir. Ouais, et puis c'était super, super plaisant. Et puis on continuera à Merci. t'écouter comme à chaque fois sur Maritima. Et allez l'OM, à bientôt. Salut, salut.